Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Donc, on vient de le dire, mais je souhaite le ressouligner quand même. Là, tout ça est possible grâce au collectif Territoire qui a subventionné généreusement mes recherches sur le lac Ossisco. Donc, ce soir, je vais vous parler de plusieurs sujets en lien avec le lac Ossisco. C'est vraiment au centre de mon exposé, mais on va s'intéresser à son aménagement, à sa dégradation écologique, à sa survenue comme sujet politique à un certain moment dans notre histoire, mais principalement à son rôle central dans nos activités culturelles et sociales, comme, disons, le cœur de la ville de Rouyn-Noranda et le trait d'union qui relie Rouyn et Noranda. Donc, je vais essayer de vous faire un exposé qui ne soit pas trop savant ni trop long et faire, c'est ça, comme ça, un panorama, là, un rapide tour d'horizon de tous les sujets auxquels j'ai pu toucher en m'y intéressant. Donc, c'est important, à mon sens, de le resituer dans sa logique. Là. C'est le propre des cours d'eau de s'écouler les uns dans les autres. Donc, le lac Ossisco est un petit lac de tête. Donc là, je vous ai sorti une carte ici. Là, le lac Ossisco, on le reconnaît, mon pointeur fonctionne. Il est ici, n'est-ce pas? Donc, je vous le mets dans la boucle de navigation qui est possible d'emprunter lorsqu'on a une petite embarcation, donc on s'imagine un canot en écorce, par exemple, pour nos amis nomades. Donc, le lac Ossisco est un lac de tête, c'est-à-dire il s'écoule dans le lac Rouyn, qui s'écoule lui-même dans le lac Routier, juste ici. Le lac Rouyn, le lac Routier. Et tout ça, c'est la Kinojayvis qui irrigue ça. La Kinojayvis elle-même s'écoule dans la rivière des Outaouais, qui elle-même, à terme, va aller dans le Saint-Laurent. Donc, tout ça fait partie du même bassin versant. Ici, je vous marque en rouge les passages d'un lac à un autre par des courts portages, de très courts portages. Et en bleu, on est à même de les naviguer sans descendre de son bateau. Donc, vous voyez, ça va devenir important pour la suite de mon exposé en ce qui concerne la présence des Autochtones, parce qu'on soupçonne qu'il y avait des bandes qui nomadisaient sur ces lacs-là, et on pouvait y accéder, vous comprenez bien, par la Kinojayvis comme ça vers le nord, ou bien par le lac Ossisco, et on remontait. Donc, c'est pour vous dire, le lac Ossisco, on ne peut pas vraiment le prendre isolément, là, il faut le replacer dans cette idée que tout s'écoule vers la Kinojayvis. Donc, je vous montre une photo ancienne qu'on a très peu vue et que, heureusement, on commence à un petit peu plus voir. On s'en est servi au Dumulon dernièrement. Donc, la photo est titrée, c'est sûr que les noms ont un petit peu mal vieilli, là. On dit « Indien sur la Kinojayvis entre Rouyn et Vilmontel vers 1924 ». Donc, vous voyez, ces gens-là vivaient sur la Kinojayvis de chasse et de pêche et circulaient abondamment sur les lacs et tout le réseau dont je viens de vous parler. Donc, vous allez voir, on a quelques petites photos comme ça qui attestent la présence de ces gens-là avant la présence des Euro-Canadiens, donc avant l'installation des villes de Rouyn et de Noranda. Et comme ça, on a toutes sortes de preuves que ces gens-là venaient. Là, on commence à les accumuler pas mal. Là, ça ne fait plus grand doute qu'il devait circuler beaucoup d'Autochtones ici, là. Donc, on a des preuves archéologiques, par exemple, des preuves en photographie, comme je vous dis, et même des éléments, disons, plus anecdotiques qui mis les uns bout à bout, nous permettent de penser que les Anishinabés circulaient ici. Donc, premièrement, Marc Côté, le regretté Marc Côté, archéologue, nous dressait cette carte, je ne sais plus trop où je l'ai prise d'ailleurs. Vous allez voir, je cite mes sources de façon de façon pas très continue. Là. J'avais l'objectif de le faire, mais je ne l'ai pas suivi. Donc, la bande de Winaway ici, qu'on appelle les Winawayans, donc, Marc Côté les situe ici au nord du lac des 15, ce qui va s'appeler Ottawa River, là, mais de toute manière, tout s'appelle Ottawa River dans ce coin-là. Là, il y a plusieurs branches. Et la petite faute de la carte ici, c'est que la rivière des Outaouais au nord du lac Simard ne rejoint pas la Kinojayvis, mais devrait la rejoindre. Mais vous comprenez, tout ça ici, le pointillé comme ça, là, c'est la zone où circule la bande de Winaway selon Marc Côté. Et
Et on serait porté à croire que du nord de la rivière Ottawa, ici, ils étaient capables de faire de courts portages pour aller, là, suivez-moi bien, au lac Provencher, au lac Montbéliard, au lac Beauchâtel, au lac Pelletier. Et ensuite, on arrivait au lac Ossisco. C'est une des façons qu'on peut arriver. C'est d'ailleurs un des trajets qu'a suivi Horn et un de ses associés pendant un hiver, là, je crois, si je ne me trompe pas, l'hiver de 21. Donc, c'est une façon d'accéder au lac Ossisco comme ça. Je ne vous l'ai pas montré dans la boucle, sinon on y accède par la Kinojévis, la rivière des Outaouais. Vous savez aussi que la bande de Winaway, il y a quelques années, c'est peut-être il y a 2 ans, ont fait une déclaration de souveraineté territoriale sur les environs du lac Pressac, donc les sources de la Kinojévis. Donc, eux déclarent nomadiser sur la Kinojévis jusqu'à ses sources, et ce, depuis des temps immémoriaux. Donc, c'est ça, il y avait une déclaration liée à la mine Pressac, là. Sinon, d'autres preuves, comme je vous disais, on a trouvé des vestiges en 1978 lorsque la maison du Mulon, l'ancienne version, disons, est passée au feu et qu'on a reconstruit la nouvelle. Il y a eu des fouilles archéologiques et on a trouvé des fragments d'outils qui attestent probablement qu'il y avait des campements, qu'il y a eu des campements temporaires, à tout le moins, sur la pointe du Mulon, directement sur le lac Ossisco. Ensuite, on a toutes sortes d'autres mentions, là, il y a M. Joseph Mathias là, qui a écrit le livre « Men from Neawigak », dans lequel il dit que les frères Makimout, donc ce seraient deux frères de la bande de Winaway, ce seraient eux qui auraient vu les premiers des roches dorées, des roches minéralisées sur le bord du lac Ossisco, et que ce serait suite à, disons, cette rumeur-là se serait ébruitée au Témiscamingue dans le monde des prospecteurs, et ce serait à ce moment-là que Horn aurait commencé ses voyages dans la région. Donc, c'est de la tradition orale. On peut ou non la remettre en question, mais ce ne serait pas très avisé parce que c'est vraiment le fonctionnement par lequel la mémoire se passe des générations à l'autre chez les Autochtones, et c'est plutôt bien admis comme preuve historique, la tradition orale. Enfin, certains pionniers parlent de la présence d'Autochtones sur le lac ou dans ses environs immédiats. Il y a par exemple Léon Dumulon qui en parle, qui dit qu'en 1923, il croise régulièrement une bande Anishinaabe, et lui, il estime que ces gens-là vivent sur le lac du Faux, donc peut-être, ou peut-être un petit peu plus au nord. Moi, j'ai l'impression que ce serait plus au nord. Je vais vous montrer une carte après. Mais donc, lui, il dit qu'il croise des Anishinaabe sur le ruisseau d'Alaire ou au lac Rouyn ou sur le lac Routier, que ces gens-là sont en route vers leur campement du lac du Faux. Et il se fait même ami avec l'un d'eux et apprend un petit peu de mots d'Anishinaabe-Mowin, apparemment. Il y a d'autres pionniers qui mentionnent aussi avoir vu des Autochtones dans la région. Donc, vous voyez, on a tout un faisceau de preuves qui recoupe un peu vers ça. Là, sinon, si on avait besoin de plus de preuves encore, les nomades aménagent le territoire d'une façon assez ostensible, assez visible. Ce sont les chemins de portage. Donc, quand M. John Bignell, arpenteur du gouvernement pour la province de Québec à la fin du 19e siècle, qui est probablement le premier homme blanc euro-canadien connu à venir sur le lac Ossisco, dresse une carte, il passe par les chemins de portage et il les indique clairement. Donc, on a un portage ici qu'il emprunte entre le lac Rouyn et le lac Ossisco, qui probablement est situé dans les chemins qu'on emprunte, vous et moi, quand on va marcher au lac Rouyn. C'est probablement un de ces sentiers-là qui suit le ruisseau Ossisco. Et il y a un autre portage qui s'en va vers le lac du Faux ici, là, que Bignell appelle le lac Natapijigué ou le lac des îles. Également, il y a un portage manquant que M. Bignell n'avait pas vu probablement, et il serait à peu près ici, c'est-à-dire sur l'embouchure de la rue qu'on appelle la rue du Portage aujourd'hui, et qui reliait le lac à fleur d'eau qu'on appelle avec le lac Ossisco. Et ça, on sait qu'il existe par un monsieur qui s'appelle Eddie Langlois, donc c'est un pionnier de la région de Rouyn. Il travaillait pour la CIP, la Canadian International Paper, la compagnie qui coupait du bois dans les environs. Et Eddie Langlois nous dit qu'il y avait un portage d'Indiens à cet endroit-là.
Et le voici, c'est pour ça que je vous disais que j'ai l'impression, moi, que Léon Dumulon, il situe trop au sud le campement des Autochtones qu'il croise sur le ruisseau d'Alaire et à proximité, parce que lui, il estime qu'il serait là, mais on sait par une carte de Rainbot en 1897, là, c'est microscopique et c'est de très mauvaise qualité, mais croyez-moi, je l'ai tenu dans mes mains, donc je vous jure que je l'ai vu. Il est écrit Indian Camp ici. Donc, Rainbot, il situe un campement autochtone sur le lac du Frénois, qui a lui aussi son joli nom autochtone que je ne m'essaierai pas à prononcer. Une autre très belle photo qu'on avait assez peu vue, là. Les deux photos que je vous montre des Autochtones sur la Kinojevis, c'est tiré du fond Fondriorn Extrata. Et la sous-division, c'est les photos personnelles de Monseigneur Albert Pelletier, donc le curé de Rouen. Hélas, là, c'est des affaires, là, même pas 1 pouce par 1 pouce, là, fait qu'il faut numériser en très très haute qualité, mais quand même, on voit bien le portrait de famille, là. Ici, on reconnaît Albert Pelletier, le curé de Rouen. Ici, on dirait un autre Euro-Canadien, là, un de ses amis. Sinon, on a une famille de nomades ou de semi-nomades à cette époque-là sur la rivière Kinojevis en 1925. Donc, vous voyez, ça commence à faire pas mal de preuves photographiques, de preuves matérielles qui nous montrent bien. Et là, c'est juste pour vous montrer que ça peut s'étendre un petit peu dans le temps, là, cette présence autochtone-là. Donc, j'ai trouvé un article de journal à mon grand étonnement là, dans le Rouyn-Noranda Press de 1940 où on nous dit qu'un monsieur Paulson se noie à proximité du pont de la Kinojevis où il vivait et où il avait un campement. Donc, il y a encore des Anishinaabe. Là, les Paulson, c'est vraiment une famille qui est très présente à Témiscamingue First Nation, mais aussi à Winaway. Et donc, ce John Paulson-là meurt en 1940 près de la Kinojevis. On sait aussi, là, ça c'est un ami de Guillaume Marcotte, un dénommé Lilas Paulson, qui nous a dit que lui avait des gens apparentés à sa famille qui ont vécu très avant dans le 20e siècle, peut-être jusqu'à 1950, disons, au Rapide 2, donc près du coude entre la Kinojevis et la rivière des Outaouais. Donc, d'autres Paulson encore sur la Kinojevis. On sait qu'il y a des membres de Témiscamingue First Nation, notamment Benjamin Mackenzie, dont on parle dans l'exposition au Dumulon, qui avait des claims au nord de la Kinojevis, près de Clérici. Ainsi de suite, là, je pourrais vous en donner d'autres. Là, Jimmy Hunter, le chef intertribal, là, l'ancien chef, c'est-à-dire grand chef de l'intertribal de la nation algonquine, disait que son arrière-grand-père était mort sur le lac Ossisco. Donc ça, c'est une histoire de tradition orale aussi. Voyons, on en a beaucoup. Et je finis par ce mystérieux enfant que j'ai trouvé en traitant le fonds Robert Mondry aux Archives nationales cet hiver. Il y avait seulement écrit « enfant indien » là, sur les photos. Et Robert Mondry prend ces photos-là au début des années 70. Il lui fait faire toutes sortes de setups comiques. Là. Il le met dans un igloo et tout ça. Là. Mais cet enfant-là vit dans un camp à proximité de la Kinojevis, on dirait bien. Donc, vous voyez, on est capable d'étendre la présence autochtone assez avant dans notre histoire. Là. Sinon, là, on s'emballe vers la suite de l'histoire. Donc, le Gold Rush commence et Edmund Horne a trouvé son gisement qui le rendra fabuleusement riche. Et la Kinojevis devient une autoroute de circulation de prospecteurs. Donc, on dit là, en juin 1923 que c'est une foule de prospecteurs qui passent sur la Kinojevis. Il y a un garde-feu qui est placé quelque part sur cette rivière qui nous dit en 1923 qu'il y a 1100 canots et près de 1800 prospecteurs qui se dirigent vers le canton Rouen. Et il y a plusieurs noyades aussi dans les journaux au Rapide de l'Esturgeon. Là, donc, tout le monde se dirige vers le lac Ossisco ou sa région immédiate. C'est une très belle photo de la rivière Kinojevis au début du siècle. Là, vous me suivez, quand on remonte la rivière Kinojevis, on arrive au lac Routier, qui est un renflement de la Kinojevis, et on prend un coude, là, une toute petite, un ruisseau quasiment qui serpente, et ça s'appelle le ruisseau d'Alaire. Donc, on est capable de le naviguer, preuve à l'appui, je l'ai fait plusieurs fois. Là. Il n'est pas évident à trouver, puis il est très, très étroit et très sinueux, mais on est capable de le naviguer sans débarquer de son bateau.
Et le ruisseau d'Alaire, il permet de se rendre à la landing du lac Rouyn. Donc, c'est ce débarquement-là qui va servir à, disons, à trimballer les marchandises jusqu'au lac Ossisco. Donc, ça, c'est une photo. Moi, je suis à peu près certain, je mettrai ma main au feu, que c'est sur cet affluent-là, le ruisseau d'Alaire qu'on appelle. Parce que les berges sont vraiment caractéristiques, sont très abruptes, puis ça fait des sillons. Celle-là, je n'ai jamais pu prouver que c'est vraiment ça, mais on dirait bien. Là. C'est lui, là, le ruisseau d'Alaire. Donc, avec un bateau à faible tirant d'eau, donc si on n'a pas trop de fond de bateau qui risquerait de traîner à terre, on est bien capable de circuler dedans. Donc, avec les chalands, là, on pouvait se rendre jusqu'à la landing qui est ici. Puis après ça, on avait notre portage qui allait au lac Ossisco, qui débouchait environ à l'arrière de l'actuel couvent des Sœurs Auxiliatrices. Là, ça, c'est encore bien mieux parce qu'il est écrit sur la photo. Ça, on aime ça quand ils écrivent sur les photos parce qu'on sait que c'est ça. Donc, le chenal entre le lac Rouyn et le lac Routier. Comme je vous disais, regardez les berges, là, ça ressemble exactement à ça encore aujourd'hui. Les berges sont hyper abruptes, puis ça fait des zigzags. Puis là, regardez, on a un genre de pointers là, qui appelaient les pionniers. Là. C'est des bateaux bien longs là, qui n'ont pas beaucoup de fond. Puis on peut circuler dans ces ruisseaux-là. Et là, on a notre inénarrable curé Pelletier qui est dans son bateau et qui est, encore une fois, je crois bien, dans le ruisseau d'Alaire. Donc, on assiste donc à la naissance du vieux Rouyn. Et au départ, il va y avoir toute une sorte de population flottante là, qui s'installe principalement au sud, sur la rive sud du lac Ossisco, dans des cabanes de fortune, dans des cabanes en bois rond, dans des tentes. C'est très difficile d'estimer la population du vieux Rouyn dans les premières années, là. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que tous ces gens-là vivent dans une proximité très étroite avec le lac Ossisco. Donc, on vit à quelques mètres des berges pour la plupart du temps. On boit son eau, on se baigne dedans, on se tient le plus proche possible pendant les saisons d'incendie, parce qu'on a très peur des conflagrations qu'on appelle à cette époque-là. Et donc, on se tient une chaloupe proche avec des barils de farine ou des choses qu'on pourrait mettre pour se sauver sur le lac si jamais il y avait une conflagration qui brûlait tout dans les alentours, là. Donc, c'est ça, on vit très étroitement avec le lac. Là, ça, je n'apprends rien à personne. Le Rouyn se développe de façon très anarchique et très rapide, alors que Noranda, on a nos belles rues droites tracées par des ingénieurs, puis ça tarde un petit peu à se développer, là. On a notre quartier ici, là, le quartier Vimy Ridge ou le Red Light. Là, c'est le quartier interlope des bandits et des maisons de passe et des coups de feu interminables qu'on entend la nuit. La pointe du Mulon. Donc, ce vieux Rouyn-là là, se fait en abattant pratiquement de la pointe du Mulon jusqu'à, on va dire, la maison en sol mineur actuelle, la maison de Roscoe. Là. C'est un abattage total des arbres. Vous voyez, il y en a quelqu'un qui tient là. Ou est-ce quelqu'un qui va à l'eau, je ne sais pas, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres. Là. Puis, ouais. Puis on sait aussi que, ça c'est tout à fait anecdotique, là, mais Léon Dubulon, pour construire sa première cabane, il prend les arbres, il prend de beaux pins là, juste ici. Là. Donc, l'abattage va commencer assez tôt, puis on raye vraiment tout. Là. On se débarrasse des arbres à proximité du lac Ossisco. Là, vous allez voir, je vais y revenir, mais comme le traitement des berges, là, ça va être assez lourdement modifié au fil de l'histoire, là, les berges du lac Ossisco. Donc, si on y va rapidement, là, en 1924, il y a à peu près 500 personnes, c'est ce qu'on estime. Et en 1925, je ne me souviens plus trop, j'ai vu ça où, là, dans un journal, je crois, on dit qu'il y a 200 campeurs qui s'apprêtent à passer l'été à Rouynville, comme on a appelé très brièvement l'endroit. Donc, comme je vous dis, tout le monde vit en harmonie avec ce beau lac d'eau claire où on peut pêcher apparemment de bons dorés. Et c'est la première source d'eau potable, donc les habitants s'abreuvent à même le lac au départ. Là, c'est une citation d'un pionnier là, qui est reproduit dans un livre d'Annette Lacasse, là, Héros sans panache.
il nous dit « Il y avait des gens avec des chevaux et des barriques qui faisaient le plein d'eau pour aller ensuite passer aux portes. » Donc, il y avait vraiment une distribution de l'eau potable. Là, on est vraiment au tout début de Rouyn, parce que si on se fie encore une fois à Annette Lacasse, et on ne devrait peut-être pas toujours s'y fier, là, je ne sais pas, là, ça dépend de qu'est-ce qu'on pense, mais si on se fie à elle, en tout cas, elle nous dit qu'en 1928, il y a un médecin qui déclare que l'eau n'est plus buvable déjà. Donc, ça aurait duré vraiment une toute petite période, le moment où on pouvait boire sur le lac. On sait aussi par un article de Jonathan que les Pélissier, la famille qui exploitait des glacières, des gros blocs de glace, ils ont exploité très longtemps sur le lac Noranda, donc le lac Kiwanis, mais une très brève période au départ, ils ont commencé sur le lac Ossisco et on dit qu'ils se seraient déplacés parce que même pour la glace, ça devenait un peu louche, l'eau du lac Ossisco. Donc ça, c'est ma citation favorite du curé Pelletier. Geneviève, elle l'aime beaucoup. Le curé Pelletier qui s'installe au moment où il arrive à Rouyn dans une cabane avec Léon Doyon, si je ne me trompe pas son nom. Hein, c'est le garde-feu qui est installé tout près de la pointe du Mulon. Et Albert Pelletier, c'est son coloc, là, si on veut. Et il nous dit, en parlant du lac Ossisco dans sa langue colorée bien à lui, là, on y arrivait, on en repartait, on s'y approvisionnait d'eau et les latrines s'y déversaient. C'était le mouvement perpétuel, quoi. Donc, les latrines, les toilettes, là, qu'on doit comprendre. Et Annette Lacasse nous raconte aussi que le curé Pelletier a toutes sortes de mésaventures quand il essaie de se dynamiter une espèce d'égout fait main là, de sa cabane jusqu'au lac Ossisco. Là. Donc, on boit, mais on déverse aussi dedans. Là. Donc, ça ne devait pas tarder à ce que ça devienne plus trop potable. À partir de ce moment, là, on va se mettre à aller plus vite. On était sur les débuts de Rouyn. Là. Le lac Ossisco devient un sujet médiatique là, vraiment indémodable. Moi, je me suis penché sur les journaux du début du Rouyn-Noranda Press, qui est fondé en 1933, je crois, ou 1933. Et j'y vais jusque... Là, je me suis rendu jusque dans les années 60 à peu près. Et donc, le lac Ossisco... à tous les printemps, puis à tous les débuts, à tous les automnes, on se demande tout le temps, est-ce que la glace est prête? Est-ce que la glace est fondue? Est-ce qu'on peut encore patiner? Est-ce que les avions peuvent atterrir sur la glace? Est-ce que les avions peuvent atterrir sur l'eau? Donc là, je vous ai mis un petit extrait, mais c'est vraiment une obsession là, du Rouyn-Noranda Press, l'état de la glace. Et on le comprend parce qu'il y a énormément de noyades à cette époque. Donc, ça, d'une part, ça nous rappelle qu'il faut être très prudent sur l'eau et mettre sa veste de sauvetage, mais ça nous rappelle aussi que le lac était très abondamment circulé et utilisé par les habitants pour traverser de Rouyn à Noranda ou inversement. Et on faisait toutes sortes de sports dessus, sans veste, sans supervision parentale. Donc, hélas, si vous portez attention, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui se sont noyés dans le lac Ossisco tout au long de son histoire. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté de les collectionner, ces articles-là, parce que ça devenait redondant un peu, là, mais je pense que j'en ai une vingtaine. Là. Puis souvent, c'est pas une seule personne qui se noie. Donc, c'est ça, c'est un peu funeste, là, mais ça nous dit aussi à quel point le lac était abondamment utilisé aussi. Là. Le concours de glace, donc comme je vous dis, c'est le sujet médiatique. Et là, à un moment donné, la frontière se met, ou même le Progrès, hein, qui est l'ancêtre francophone là, de la frontière, ou avant, du moins, que Bonneville rachète la frontière, il avait le Progrès, en tout cas. Donc, ça a coexisté, ces deux affaires-là, mais Bonneville, le directeur, organise le concours de glace du lac Ossisco. Et là, les paris sont ouverts. Là, c'est à savoir quand est-ce que le lac va caler. Donc là, tout le monde est invité à envoyer son billet au bureau du journal avec la date et l'heure. Et si c'est nous qui sommes le plus près du pari, on remporte un ensemble de prix de magasins, chasse et pêche, et je ne sais pas trop quoi. Au fil des années, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui participent à ce concours-là. Et là, on a une montagne de prix. On a souvent le gagnant. On a souvent là, ici, c'est un monsieur qui vient tester la glace là, pour faire la démonstration qu'elle est encore prête.
Donc, c'est ça, vous voyez, on fait même des grands titres avec ça, là. Il y a bien évidemment les moments, et on en rêve tous que ça réarrive un jour, que la glace fige avant qu'il y ait de la neige. Donc, le lac Ossisco devient une patinoire extraordinaire où on peut aller partout. Je crois avoir daté le moment où ça s'est produit alors que Bolduc a pris les célèbres photos qu'on montre tout le temps, là. Je pense bien que ça doit être en décembre 1944. Et là, c'est ça qu'on nous raconte ici dans cet article, c'est qu'il y a des centaines de jeunes et des centaines de personnes sur le lac qui peuvent se promener comme ça et patiner aux quatre coins du lac. Donc, les pionniers sont vraiment nombreux à évoquer ce souvenir-là du patinage sur le lac. Ça a l'air d'être comme un des ciments sociaux de la ville. C'est là qu'on rencontre, c'est là qu'on courtise les jeunes femmes pour les jeunes hommes et inversement, c'est là qu'on rencontre sa femme. On y va après l'école, hein, souvent, en très grand groupe de jeunes. Et il y avait apparemment une petite cabane avec un poêle chauffé à proximité de la pointe du Mulon ou près de la cabane de la Fanfare de Rouyn, là. Donc, il y avait peut-être une cabane où on pouvait changer les patins et se reposer un petit peu. Et même qu'il y aurait eu, je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais dans les années 40, il y aurait eu un dispositif sonore pour qu'il y ait de la musique, donc pour égayer aussi le patinage dans ce coin-là du lac. Donc, c'est vraiment une activité là, incontournable l'hiver. On y va par centaines, comme je vous disais. Donc, je vous montre quelques photos. Ça, je crois que c'est Bolduc encore. Ici, c'est une chouette photo de Maurice Boudreau, il me semble. Donc, c'est beaucoup plus récent. On est peut-être dans les années 80 ou 90. Puis, on dirait qu'on est près de ce qu'on appelle quoi, la pointe Bonaparte ou quelque chose de même, là. Puis là, on voit la fonderie à l'arrière. Puis, ça a l'air d'être une de ces rares occasions où le lac est entièrement patinable. On avait monté une bande donc, on avait ceinturé une glace là, pour jouer au hockey. Ça a l'air à peu près au pif, ça aussi, là, d'être dans ce coin-là du lac, là, près de la pointe du Mulon, probablement. Donc, on le voit ici, là, pendant une partie à Rouyn. Là, hélas, je n'ai jamais trouvé, et personne n'a jamais trouvé de photo de cette grande glissade. Là, ici, on atterrit sur le lac Édouard, là, le lac à fleur d'eau, mais on sait par un article du Copper Gold Era, donc c'est un des premiers périodiques à Rouyn, en 1926, qu'il y avait une glissade, et là, le journaliste, accrochez-vous bien, nous dit qu'elle faisait 100 pieds de haut. Donc, c'est un peu invraisemblable, je ne suis pas sûr. Mais elle aurait été située au coin des rues Noranda, donc Monseigneur Tessier, et Lakeshore, donc l'avenue du lac. Et là, cette grande glissade-là aboutissait sur le lac Ossisco. Donc, je n'ai toujours pas de photo de cette glissade, mais voici une autre glissade apparemment qui avait lieu sur la Cardinal Bégin, on dirait, puisqu'on voit le clocher de Saint-Michel, de l'ancien clocher de Saint-Michel. Et vous voyez, on barrait toute la rue là, pour que les gens puissent glisser dedans. Donc, on peut s'imaginer le même genre de setup, mais sur le lac Ossisco. Et on nous dit aussi qu'on glissait comme ça là, dans les grands dépôts de neige que la ville accumulait près de ce qui est actuellement Mère Bruyère et aussi près du couvent des Sœurs Auxiliatrices. Donc, il y avait différents endroits où on glissait et qu'on allait sur le lac et on glissait sur les gros dépôts de neige donc, de la ville. Sinon, là, j'ai une autre section loisirs et transport. Là, ici, si on a de très bons yeux, on peut voir sa grandeur Monseigneur Réaume dans le canot. C'est probablement lors de sa première visite à Rouyn. Donc, on n'a pas le train, on n'a pas la route à part celle qui relie vers Macamic, là, donc on vient en canot parfois. Et donc, l'évêque vient visiter ses ouailles à Rouyn. Et c'est ça, je pense que j'en ai mis une autre, là, on va voir les sœurs aussi qui font du canot. Là. Les sœurs, ça donnait beaucoup au canotage sur le lac
à l'époque. Donc, je pense qu'on a un beau drapeau Carillon-Sacré-Cœur aussi. Il y a bien évidemment, ça je ne m'étendrai pas là-dessus, là, sur les avions, là, les 4 compagnies, on a des spécialistes qui nous en ont parlé en longueur, une des conférences précédentes. Donc, les petits appareils pouvaient se poser sur la surface gelée du lac à l'aide de patins. Là. Il y a certaines photos d'accidents de ça aussi. Là. Je pense que j'en ai mis une aussi. Et j'aurais dû la mettre, mais il y a une belle photo qui nous montre l'atterrissage d'un des premiers appareils sur le lac ou quelque chose comme ça. Et tout ça pour dire, on voit que ça semblait quand même piquer la curiosité des gens et être comme un événement un petit peu, là, quand les avions venaient se poser sur le lac. Donc, il y avait 4 compagnies, il y avait des quais sur toute la longueur qui allaient pratiquement de la pointe du Mulon jusqu'au pied de la 8e rue. On fait de la voile aussi sur le lac. On en fait de moins en moins, on dirait, mais on en faisait en tout cas. Il y avait des beaux bateaux à l'époque. On fait même de la planche à voile. Ça, c'était bien à la mode, je crois, dans les années 90. Et on fait toutes sortes de voiles. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais... Il y a des concours de courses de canots qui s'organisent sur le lac. Ça fait assez longtemps. La première, je crois, elle daterait de... C'est L.T. Garon, là, Léon Thomas Garon, le mari de Blanche Dumulon, qui l'avait organisé lors du 60e de la Confédération, donc en 1927, le 1er juillet. Une grosse course de canots là, qui est organisée, puis là, les gens sur les bords encouragent les coureurs. C'est ça, ouais. Ça, on reconnaît par les manèges, là, c'est l'espèce de roue qui avait été montée près de la pointe du Mulon. C'est en 1927 pour le 60e de la Confédération, je pense. Donc, vous voyez, là, les canoteurs sont ici là, appuyés sur le quai. Il y avait aussi un concours, là, toutes sortes de prix à gagner. Et il y a les fameux canoteurs du Nord-Ouest, l'Expé Expo, là, qui devaient se rendre jusqu'à la Terre des Hommes, donc jusqu'au lieu de Expo 67 à Montréal. Donc, les jeunes gens là, qui prenaient part à cette expédition-là commençaient sur le lac Ossisco avec des canots qui étaient commandités par toutes sortes d'entrepreneurs en ville. Et donc, on descendait jusqu'au lac Témiscamingue, la rivière des Outaouais. Ensuite, on se rendait jusqu'à Montréal en canot. C'est une expédition qui avait pris plus d'une 20aine de jours. Je pense que c'est assez bien documenté. Il y a une belle pancarte actuellement sur le bord du lac Ossisco qui en parle. Comme je vous disais, il y a les sœurs qui sont d'habiles canoteuses et qui y vont avec les orphelins et les enfants dont ils ont la responsabilité. Il y a une anecdote assez intéressante. Gabrielle Laramé, qui a donné son nom à un des pavillons du CLSC, là, elle raconte dans un entretien d'histoire orale que les sœurs ne pouvaient pas sortir seules, donc elles étaient accompagnées de jeunes gens ou des orphelins ou des jeunes hommes. Donc elles allaient canoter sur le lac et elles racontent une histoire que, je crois, un mineur polonais était comme en danger de mort imminente et on devait lui donner l'extrême onction à l'hôpital Youville. Donc elle avait, selon ses mots à elle, embarqué le Saint-Sacrement sur le canot et donc amené ça jusqu'au lac Ossisco. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, si on recule assez là, jusqu'au début des années 30 et les années 20, c'est que les rues de la ville sont très, très boueuses et pleines d'ornières et il y a des souches à travers ça et tout ça. C'est très, très dur de circuler. En automobile, il n'y en est même pas question, mais même à pied, là, c'est très difficile. L.T. Garon dit ça beaucoup là, quand il parle des rues de la ville avant les années 30. Et donc, on avait tendance à, si on voulait aller de l'autre bord du lac, là, été ou hiver, ou bien on prend un canot, ou bien on traverse sur la surface gelée. Mais en été, c'était vraiment avantageux de prendre un canot pour traverser parce que les rues étaient quasiment impraticables. C'est ce qui a donné le lieu à la mode là, de porter des bottes qu'on appelle bottes de pin ici, là. Donc, les bottes hautes, il fallait circuler avec ça en ville parce que les rues étaient impraticables quasiment. On voit ici des enfants en canot. On traverse en chaloupe. Hein.
d'un côté à l'autre du lac. Il y a les vélos, donc ça fait belle lurette qu'on se promène en vélo sur les bordures du lac, malgré que la piste cyclable, ça va venir beaucoup plus tard, là, mais c'est une magnifique photo de Joseph Herman Bolduc. Ici, là, on voit la vieille cathédrale de Rouen à l'arrière. La vieille église, dis-je. On livrait le pain, donc c'est le Noranda Bread là, qui était situé dans le bâtiment actuel vers le Moras. Là. Et donc, ils avaient une espèce d'auto-neige ou de motoneige avec laquelle ils se promenaient sur le lac, donc passaient d'un côté à l'autre pour livrer le pain. Et là, les chiens de traîneau, il y avait des dog derby, là, des espèces de grandes courses de chiens. Il y en avait dont le départ, je pense, dans les années 40, se faisait sur le lac Ossisco. Il y avait des grands circuits là, et on revenait jusqu'au lac Ossisco. Donc, on peut s'imaginer qu'il y avait de l'assistance quelque part là-dedans aussi. Là. Et c'est ça, on pratique le chien de traîneau dans les environs du lac Ossisco. Ça fait assez longtemps. Là c'est la loufoque anecdotique. Tout ce qu'on peut trouver au fond du lac et bien plus probablement. Donc, un lingot d'or. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il y a des mineurs de la Noranda là, qui auraient volé des lingots d'or, qu'ils auraient subtilisés et de crainte d'être suivis, les auraient volontairement coulés dans le lac. Et là, ensuite, ont employé un scaphandrier pour tâcher de le retrouver. Mais là, un scaphandrier qui plonge dans le lac Ossisco, ça attire un petit peu l'attention. Donc, là, ils se font arrêter et amener à la cour. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne sait pas si le lingot est encore là. Donc, vous pourrez le chercher. Ça vaut cher en tabarouette. Il y a des voitures. Là, je vous mets une photo. Là, on voit très mal. C'est numérisé dans un journal en noir et blanc. Mais à l'approche du 50e de la ville, en 76 ou 75, on se met à vraiment faire des campagnes de nettoyage des pourtours du lac parce que ça fait dur à l'époque, apparemment. Et là, il y a ce gars-là là, qui accumule des carcasses de chars, que c'est tout croulant dans le lac Ossisco. Donc, il y a des voitures, il y a sans l'ombre d'un doute des vélos. Et je pense que Geneviève a repêché toutes sortes de choses dans le lac avec ses activités dernièrement. Il y avait quoi? Des tires? Il y avait 16 pneus. Des carcasses de voitures aussi, dans le coin du... C'est ça, hein? Ouais. On les voyait même en bateau quand on y allait. Là. Et là, qui dit mieux, des cadavres. Donc, oui, il y a des cadavres dans le lac. Un squelette découvert près du lac Trémois. Donc là, lui, il est retrouvé à l'est du lac, il me semble, dans des herbes hautes ou quelque chose de même. C'est dans les années 50, c'est le Soleil de Québec qui rapporte ça. Puis c'est des prospecteurs qui le trouvent. Sinon, ça, c'est quelque chose. Là. Selon le pionnier Norbert Toutan, un meurtre serait survenu au tout début de la ville dans un shack appartenant à un certain Lou Butch situé près du lac. Là, on peut s'imaginer que c'était dans le Vimy Ridge, là, où on jouait aux cartes puis qu'on s'adonnait à toutes sortes de choses illégales. Donc, on jouait à la tapette, qui est un jeu de cartes de l'époque, et il y a un gars qui perd 10 000 $ et il n'est pas capable de payer. Donc, on le descend et on ouvre un trou dans la glace et on enfile le corps dedans. Donc là, on ne sait pas ce qui est arrivé avec le corps au printemps, là, mais c'est... Donc, chose plus sérieuse un petit peu, on va parler de toponymie du lac Ossisco. Donc, d'où est-ce que ça vient, ce nom-là, Ossisco? On a très longtemps dit, à défaut d'avoir une meilleure explication, que c'était un nom qui provenait de la langue des Anishinabés, là, donc l'Anishinaabe-Mowen. Mais on faisait erreur, mais c'est un peu... Intuitivement, ça aurait eu du sens que ce soit un mot en Anishinaabe-Mowen, mais quand on creuse, et là, je redonne les crédits à Guillaume Marcotte, là, c'est lui qui a fait une très belle recherche là-dessus. J'ai repris largement ce qu'il avait trouvé. Donc, on aurait pu croire que Ossisco ou une déclinaison de cette prononciation-là voulait dire remusqué, parce que les premières fois qu'on nomme le lac, en anglais, le Bignell, là, dont je vais vous reparler tout de suite, là, il dit que c'est le lac Muskrat, donc remusqué, et Ossisco. Mais là, ça ne vient pas de l'Anishinaabe-Mowen parce qu'en Anishinaabe-Mowen, Muskrat, c'est Wajak.
Alors que si on creuse vers le cri, on a ce mot-là ici. Ça, c'est dans la graphie, disons, modernisée du cri là, de l'abbé James. Donc, Washishkwa. Ça ressemble beaucoup plus à Ossisko que Wajak. Là. Donc là, on est pogné pour expliquer comment ça se fait que Bignell, en 1894, là, donc ce que je vous disais, le premier cartographe, comment ça se fait qu'il écrit ça sur sa carte? On peut présumer qu'il était accompagné de guides, de locuteurs cris, quand il est venu dans les environs du lac Ossisko. Et ces gens-là lui ont donné le nom, peut-être, on peut présumer, du lac dans leur langue à eux. Donc, au lieu de le donner en Anishinaabe-Mowen, ils l'ont donné en langue cri, en langue Iyuch. Donc, ça, c'est toutes les façons heureuses et malheureuses qu'on a eues d'écrire Ossisko. Là, on dirait à un moment donné que c'était comme d'origine irlandaise ou avec le... Sinon, il y a eu Trémois, là, ça n'a pas tellement collé. Là. Trémois, c'était le nom d'un général dans une, je crois, la bataille de Sainte-Foy, là, pendant le régime colonial français. Et donc, cet homme-là, John Bignell, il a une histoire assez intéressante. Là. Comme je vous disais, premier Euro-Canadien connu à venir sur le lac Ossisko et à le cartographier. Donc, il a une grande réputation d'homme de science, là, cet homme-là. Et là, vous regardez les dates. Là. Oups, mon pointeur marche. Vous regardez les dates. Là. Il est venu en 1894. Donc, le bonhomme avait, si je ne me trompe pas, 77 ans lorsqu'il est venu sur le lac Ossisko. Il était réputé à Québec là, pour avoir une force herculéenne. Là. C'est un champion de tir au poignet, mais c'est aussi un homme très, très savant et tout ça. Et c'est notamment le cartographe aussi du lac Misticini, là, bien, bien au nord, là, le lac qui coule vers le nord et vers le sud. Là. Donc, c'est un grand cartographe de la province de Québec. Et c'est lui le premier à venir sur le lac. Donc, comme on disait, il vient accompagné de locuteurs cris, de guides. C'est sûr qu'il n'est pas tout seul. Il peut pas. D'ailleurs, il fait des choix de navigation que seul quelqu'un qui connaît le réseau de navigation ferait. C'est-à-dire, quand tu es sur la Kinaujevis et que tu essaies de trouver le ruisseau d'Alaire, comme je vous disais, moi, j'ai moi-même essayé de le trouver, il est très, très dur à trouver si on n'a pas une carte. Donc, c'est sûr que ces Autochtones-là l'ont guidé au bon endroit pour aller dans le ruisseau. Donc, c'est ça, Bignell qui vient ici sur le lac Ossisko cartographié. On parle un petit peu d'aménagement. Donc, sur l'autre photo, je vous disais, est-ce que c'est l'arbre? On vient de le retrouver, c'est lui. En 1927, donc quand Noranda fait du ménage là, pour installer sa ville, comme je vous disais, on abat beaucoup, beaucoup d'arbres et là, il va y avoir des souches au sol. Et là, c'est vraiment le premier aménagement bien musclé de la ville. Vous voyez, on nous raconte que à la dynamite, on fait sauter les souches et que là, ça devient comme un spectacle de nuit. Là. Les gens à Rouen vont admirer le dynamitage, puis ça revole partout. Donc, c'est ça, les gens viennent admirer le spectacle des débris montés dans les airs pour retomber ensuite sur la surface calme du lac. Quelques années plus tard, on capte déjà le potentiel d'embellissement là, du lac et le fait que c'est quand même intéressant avoir construit une ville sur un lac en plein centre. Là. Donc, on mène de gros travaux d'embellissement dans le parc. Là, on nous raconte à ce moment-là, on plante je ne sais plus combien d'essences d'arbres et des plates-bandes, des arbres rares, des plates-bandes. On réaménage tout le sol, on égalise. Et là, le journal de déclarer, là, on utilise cette graphie-là. Là. Lake Ossisko is one of the famous beauty spots of the entire North. Fait que là, c'est comme les débuts assez chics du lac Ossisko. Là, ça me tentait de vous présenter ma grand-mère paternelle qui est prise ici en photo devant les plates-bandes assez élaborées hein, du lac Ossisko et du côté de Noranda, parce qu'on voit Rouen de ce côté-ci. Et donc, Lorraine Chalut, qui était une femme assez chic et qui avait elle-même un salon de beauté, là, Beauty Parlor. Et donc, c'est pour vous dire, c'est anecdotique, mais c'est un lieu où on aime, où la belle société aime se prendre en photo, où on aime être vu et où on va le dimanche après-midi là, pour couler du beau temps quand il fait beau.
Et même les journalistes à l'époque, là, dans des petits entrefilets du Rouyn-Noranda Press ou du Rouyn-Noranda Press surtout, vont nous raconter qui était au lac, qui a été vu sur quel bateau. Donc là, on nous parle de yachts à la gasoline et des choses comme ça. Donc on est sur des bateaux et disons, on aime être vu, la belle société se mire et se pavane un peu sur le lac Ossisco. Et c'est rapporté dans les journaux. Il y a en 1944, en pleine guerre mondiale, n'est-ce pas? Puis les villes ont encore beaucoup d'argent, la Noranda roule à fond. Et on investit, le Club Lyon, là, qui est un club de bienfaisance, va investir pour créer un magnifique parc où il va y avoir une piscine, des balançoires, des petits auvents pour se cacher du soleil. Ici, on ne le voit pas, là, mais comme ici, il y aurait encore un genre de glissade, mais en bois, là, de toboggan. Là, je l'ai vu sur d'autres photos. On voit aussi qu'il y a les quais, puis prêter un coup d'œil à le dénivelé, là, les pourtours du lac, là, comment c'est fait encore. Là, ça n'a vraiment pas la même forme qu'aujourd'hui. Mais donc, on investit dans un petit parc pour enfants et une piscine à proximité du lac. Et là, coup de génie, parce que ça arrive juste à temps, au moment où on ne pourra plus se baigner. Là, c'est sur la prochaine slide. Mais vous savez, il y avait une plage au pied de la 8e rue, donc qui était très, très fréquentée. Il y avait des centaines de personnes, ça aussi, qui y allaient l'été. Et là, moi, j'ai fouillé très, 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 très longtemps pour enfin trouver la date à laquelle s'arrête la baignade, et on l'a trouvé enfin. Ça a été long. Et sachez que je me suis longtemps demandé si c'était une plage naturelle, puis c'est presque impossible que ça en soit une. Premièrement, il y a très peu de sable sur les pourtours des petits lacs comme ça, là, à proximité. Puis il y a aussi, j'avais lu ça, ou j'ai entendu dans une entrevue d'un pionnier, mais l'idée que les premiers entrepreneurs, là, au moment des années 20, là, l'établissement des premiers pionniers, on recherchait assez avidement du sable pour faire de la brique. Donc, ce serait peu probable que la plage n'ait pas été vidée de son sable si elle avait été naturelle. Et là, j'ai pu le confirmer par cet article qui nomme explicitement qu'on avait construit la plage. Donc, comme on disait, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'amasse là, pour se baigner quand il fait beau. Donc, c'est le 12 juin 1947, les Rouyn-Norandiens se lèvent et il y a des pancartes près de la plage. Là, j'ai traduit l'article, mais qui disent interdiction de baignade. Au départ, c'est donné comme une interdiction temporaire. Et en suivant très attentivement la suite, j'ai jamais vu que l'interdiction est levée, là. Donc, c'est comme si à partir de ce moment-là, on ne se baigne plus. Les pancartes sont restées là, je ne sais pas combien de temps, mais à partir de ce moment, on dirait qu'on n'est jamais revenu sur cette décision-là. Donc, on peut lire rapidement ce qu'on nous disait. Il est recommandé aux amateurs de sport aquatique de réfléchir sérieusement avant d'enfiler leur maillot de bain et de plonger dans le lac Ossisco cette année pour une baignade rafraîchissante. Le docteur Maheu de la clinique locale de santé publique a récemment étudié l'eau du lac et a déclaré qu'elle serait encore contaminée. Là, ça, c'est curieux parce que si je remonte un petit peu avant, j'ai juste une mention de contamination, puis je vais vous la montrer, mais c'est pas mal avant quand même, là. La police de Rouyn a donc érigé des panneaux autour du rivage avertissant la population du danger. M. Maheu souligne que l'eau aurait une teneur élevée en acide, étant contaminée à la fois par les résidus miniers et par le drainage de surface des villes. Donc, ce médecin-là, à ce moment-là, identifie ces deux causes-là comme étant les causes de la pollution. Là, la mention précédente, comme je vous disais, on recule pas mal. On est en 1935, le 11 juillet. Et là, ça, c'est assez étonnant, là. À un moment donné, on constate du jour au lendemain comme ça que le lac, il s'est transformé en une espèce de liquide très épais et très vert fluo, sirupeux, comme on compare ça à de la liqueur. Et là, ce serait la prolifération éclair d'une algue, là. Et même on raconte dans l'article plus bas que les avions avaient de la difficulté à circuler là-dedans. Là, on disait sortez toutes de l'eau, on ne bouge plus, là. Puis là, la semaine d'après, il y a un article qui nous dit tout
tout est beau, c'est revenu à la normale, les algues, c'est bien correct. Et à ce moment-là, il me semble, je l'ai probablement dans mes notes, là, on dit que, ouais, c'est ça, il y a des citoyens interrogés, ou je ne sais plus trop, dans l'article, qui, eux, soulèvent des doutes. Là. Ils disent, oui, les algues, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Est-ce qu'il n'y aurait pas les déversements? Donc, c'est pas précisé là, dans l'article de 1935, mais il semble que la théorie des algues ne fasse pas complètement l'unanimité non plus à ce moment-là. Il y a de l'exploration minière sur le lac Ossisko, donc il a déjà été question d'exploiter directement les gisements qui étaient en dessous. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble, moi j'ai déjà entendu que les galeries de la Noranda peut-être se rendaient aussi loin que dessous le lac, mais les claims qui étaient immédiatement en dessous du lac, eux en tout cas, étaient possédés par différentes compagnies qui se les échangeaient, notamment une compagnie qui était la Ossisko Lake Mines. Donc, il y a beaucoup de drillage qui se fait pendant l'hiver là, sur ce genre de plateforme, comme en forme de tipi un peu, là, et qu'on fore en dessous de la glace dans le fond du lac. Et l'hiver de 50... bon, je n'ai plus la date, mais je crois que c'est dans les années 50. Il y a plus d'une quinzaine de drills qui fonctionnent sur le lac simultanément. Là. Ça a l'air d'être vraiment la période des années 50 où on a beaucoup exploré le potentiel minier du lac Ossisko. Donc, on voit d'autres de ces plateformes. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il faut avoir de très bons yeux. Là. Mais il y a un crash d'avion hein, à l'arrière. Donc là, il y a des gens qui essaient de tirer dessus là, comme... Puis sinon, c'est ça, là, on fait de l'exploration minière ici là, avec les plateformes. Une autre encore. En 1955, on procède à la réfection de l'avenue du lac, qu'on appelle encore à l'époque Lakeshore, je pense. Et donc, il va falloir exproprier des gens, tasser la piscine du lac Lyon, du Club Lyon, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, vous voyez le tracé. Et l'autre petit problème, c'est ici, c'est que le tracé, il passe directement dans l'eau. Donc, qu'à cela ne tienne, on remblait. Et là, c'est vraiment là que cette section-là du lac là, va être complètement remodelée. Là. Et on va, comme je dis, on va exproprier certains citoyens, notamment Agnès Dumulon, André Bergeron, qui possède le Bergeron Boathouse. Mais je ne sais pas si on l'exproprie complètement. J'ai l'impression que non, c'est plutôt qu'on y fait enlever des quais ou quelque chose du genre. Et Agnès Dumulon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle a encore un lot qui s'étend par là, là. Son lot à Agnès va vraiment réduire jusqu'à devenir la pointe, là. Et un monsieur de la Chevrotière. Donc, c'est le boulevard là, qu'on veut créer pour faciliter la circulation. Et là, c'est l'époque du tout à l'automobile. Là. Donc, on veut vraiment bien fluidifier la circulation automobile sur les pourtours du lac. Avant ça, vous voyez de quoi ont l'air les berges. Là? C'est vraiment un marécageux, très évasé, là, avec des herbes hautes, on dirait. Il y a des petites boathouses ou des affaires en train de couler, là, des quais. Donc là, en janvier 1958, il y a des élections municipales à Rouen et c'est la première fois que survient la thématique du lac Ossisko comme enjeu politique. Donc, il y a ce dénommé Ted Soucy qui était gérant de la salle Paramount, je pense, puis qui est un homme d'affaires assez actif à Rouen. Donc, dans le journal, dans la frontière de l'époque, il y va d'une déclaration. Là. Parmi les articles de mon programme, il en est un qui m'est cher, c'est celui de l'assainissement du lac Ossisko. Ce lac situé au cœur de Rouen et aujourd'hui, il est pollué par des égouts et des matières chimiques que des mines ont déversées dedans. Donc là, on identifie encore les mines. Là. J'ai consulté des experts et ils m'ont assuré que le lac Ossisko peut être assaini. Dès mon élection samedi, je m'acharnerai à faire nettoyer le lac Ossisko. Là, il n'y en est pas trop question par la suite.
Mais sachez que c'est ça, c'est l'irruption de ce thème-là. Et ça va revenir là, de façon assez récurrente là, dans l'histoire municipale et même provinciale. Donc, par exemple, le maire Guy Carle, quand il est interrogé avant les élections, non pas avant les élections, mais avant le 50e de la ville en 1976, il met vraiment de l'avant qu'il entend dépolluer le lac Ossisco. Lui aussi, il identifie 2 ou 3 lacs de la région. Il dit que c'est la priorité de les dépolluer. Vous allez voir, si on se déplace juste moins de 10 ans plus tard, là, en 64, là, ça devient le débat des chiffres dans les journaux. Là, combien coûterait la dépollution? En quoi ça consiste exactement, la dépollution? C'est tous des thèmes qui sont encore d'actualité, je crois. Donc, à ce moment-là, la frontière annonce que le ministère de la Santé du Québec veut dépolluer le lac Ossisco. Là, on dit au coût de 1 million, mais là, la semaine d'après, il y a quelqu'un qui dit non, moi, il y a un expert qui me dit que ce serait beaucoup moins. Donc, il va y avoir comme ce débat-là. Là. Et dans cet article-là, ça, c'est assez intéressant. Là. Dans l'article plus loin, on dit que la mine Couémont déverse encore quotidiennement du tailing dans le lac et que là, les autorités municipales veulent les forcer, les contraindre à arrêter. Donc, c'est la première fois qu'on a un nom de mine. Là. C'est moins invasif que juste du tailing minier. Et dans l'article, on rappelle aussi, ça je vous disais, il y a même une dimension provinciale à cette époque-là. Là, on est en 64, mais on rappelle qu'en 60, Jean Lesage, en tournée triomphante avec le Parti libéral, dit qu'il veut, lui aussi, dépolluer le lac Ossisco quand il est à Rouen. Donc, Jean Lesage dit ça en 1960. Tout ça va amener, on le sait, en 1968, à endiguer le lac. Donc, on crée 2 ou 3 bassins sur le lac Ossisco. Et donc, c'est vraiment l'aboutissement de la pression politique qui va avoir été mise. Là. On sait aussi que l'évêque avait eu des déclarations assez tonitruantes là, quand il était venu à Rouyn-Noranda aussi, là, concernant les pollutions de la Noranda à cette époque. Donc, c'est à peu près mon tour d'horizon pour ce qui est de l'écologie et de la politique du lac Ossisco. Sinon, au cours de mes recherches, là, je me suis penché sur des sections ou des endroits ou des monuments autour du lac, là, puis essayer de faire la recherche plus ponctuelle sur ces endroits-là. Donc, ici, vous voyez bien les contours, hein, comment ils ne sont pas pareils. Là. Il va y avoir du gros remblayage qui va se faire. Là, je n'oserais pas dire que c'est du remblayage minier, mais on a trouvé un extrait de film là, que je t'avais envoyé des années 70, que c'est Radio-Nord là, qui filme ça. Puis là, on a un bulldozer qui jette de la pierre qui a l'air vraiment foncée, là, qui a l'air vraiment de la moque, pour remblayer certains endroits du lac. Puis donc, ça va mener à terme là, à la création de la piste cyclable sur ce qui va être comme, son empattement est beaucoup plus grand là, du lac maintenant. Donc, c'est en 98, si je ne m'abuse, que la piste cyclable est créée. Vous voyez, on a une autre photo qui est prise vraiment sur la frange du lac. Là. Donc, c'est bien différent d'aujourd'hui. Je me suis intéressé au monument des pionniers. Donc, il y en a long à dire, je vais vous faire ça bref, mais le monument, vous savez, il a été créé pour le 25e de Rouen. On l'appelle souvent le monument... ben là, on l'appelle même... Moi, je l'ai appelé comme ça, puis je n'aurais pas dû. Ce n'est pas le monument aux pionniers, c'est le monument des pionniers, parce que c'est un monument que les pionniers érigent en hommage à la ville. Ce n'est pas la ville qui rend hommage à ses pionniers, c'est les pionniers qui payent pour le monument et qui l'offrent en hommage à la cité de Rouen. C'est pour ça qu'il est écrit « Hommage à la cité de Rouen » dessus. Là. Il y a un bûcheron et un mineur. Là. Donc là, on le voit sous sa forme originale. Il est posé sur un genre de bloc granitique avec un design grec. Et
dans ce bloc-là, il contient une capsule temporelle. Donc, on a déposé des choses à même le bloc pour le réouvrir par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Notamment une liste de noms de pionniers. Donc, les premiers habitants du Rouen ancien, il y aurait 1100 noms ou quelque chose comme ça sur du papier parchemin finement choisi. Et donc, j'ai oublié de vous dire, oui, c'est un sociofinancement, comme on dirait aujourd'hui, une campagne de levée de fonds. Et nul autre que Edmund Horn participe à hauteur de 200 $. Donc ça, c'est quelque chose dont Léon T. Garon, Léon Thomas Garon, qui a été l'initiateur du projet, était très fier. Donc, on met une liste de noms des pionniers que Léon T. Garon va compiler. Il contient également des objets, donc des textes que les pionniers ont écrits, et que je crois avoir trouvé à la BANQ dans la collection initiale des archives. Donc, je suis tombé sur des textes qui racontent comment tel et tel autre pionnier sont arrivés dans le Rouen ancien, par quels moyens de locomotion et tout ça. Et je pense que c'est les textes qui ont été enfouis dans le monument. Il y a aussi de la vieille monnaie, des vieux numéros de la frontière et d'autres documents historiques non précisés. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne les contiennent plus parce qu'il y a eu des vandales qui ont cassé cette base-là et qui ont extrait ce qu'il y avait dedans. Ça, on apprend ça comme 10 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Ça a été cassé, on a enlevé. Donc là, c'est probablement ce qui amène au fait qu'on va l'appuyer sur un gros bloc de béton. Ça, on ne sait pas trop quand ça arrive. Je n'ai pas trouvé la date encore, là, le moment où on va mettre cette grosse structure de béton-là autour. Mais en tout cas, sachez que c'était un monument qui a été inauguré avec grande pompe là, le 25 juin 1951, avec une messe de l'évêque, avec des discours des pionniers et tout ça. Et les habitants de la ville étaient très attachés à ce monument. Là, dans les journaux, ça c'était pour la collecte de fonds, là, donc c'était le plan initial du monument. Il a été fait par un artisan de la région, là, le nom m'échappe. On voit ici l'évêque qui fait une messe en plein air avec le curé Pelletier. Et on voit la foule rassemblée pour l'inauguration. On dit dans les journaux qu'il y a environ 45 000 personnes qui ont passé par Rouen au moment du 25e. Et le clou du spectacle, c'était le dévoilement du monument des pionniers. C'est un autre lieu là, auquel je me suis intéressé. Il n'y a pas énormément de matériel là-dessus. Ce rempart-là, ou ce genre d'esplanade, qui est situé immédiatement à la frontière. Là, vous voyez, c'est laquelle? Hein? C'est ça ici, là. Donc, c'est situé immédiatement à la frontière entre Rouen et Noranda. Et dans l'article plus bas, là, on rapporte que ce serait aussi un genre de geste symbolique. C'est comme une place de la concorde entre les deux villes. Vous comprenez le principe, puisqu'on est pile au milieu. Donc, on fait cette esplanade, on la construit avec des murs de roche. Et je pense bien que c'est à ce moment aussi qu'on va faire une espèce de promenade plus bas. Donc, la promenade du Mulon, qu'on appelle maintenant la promenade du Mulon, va être placée en bas, là, ici. La fontaine du cinquantenaire, donc cette célèbre fontaine au style brutaliste, qui est inaugurée pour 1976. On la voit hein, dans le film Les chiens en package. On voit qu'il y a comme tout un stage monté autour. C'est probablement un des objets les plus photographiés de Rouyn-Noranda. Maurice Boudreau en a pris de magnifiques photos. Et là, pour l'anecdote, j'ai trouvé ça drôle de... Ça, on est en 1976, on vient de l'inaugurer. Et il y a déjà un entrefilet dans le journal qui nous dit « Nous espérons que les maniaques aux bulles de savon sont loin de chez nous. » Donc, le sabotage de la fontaine, ça ne date pas d'hier. Dès la première année, je pense qu'on le faisait. À savoir que la fontaine, au départ, quelques années avant, je crois, en 73 ou en 72, on s'interrogeait si on n'allait pas plutôt faire une fontaine qui allait être directement dans l'eau, là, donc les fontaines qui ont des jets dans l'eau. Mais on a changé d'idée, je crois, parce qu'on se demandait si ça n'allait pas poser problème
pour la circulation des bateaux, d'autant plus qu'on s'apprêtait à recevoir les Jeux du Québec. Donc, on a plutôt opté pour ce genre de fontaine au sol. Sinon, là, la presqu'île du lac Ossisko, là, c'est moins de l'information qu'un appel à l'aide, là. Mais parce qu'on se demande depuis un certain moment, ça fait partie des dates qu'on aimerait pouvoir préciser là, vraiment à l'aide de preuves concrètes. Quand donc cette presqu'île a arrêté d'être une île pour devenir une presqu'île? Parce qu'on sait, par des photos, là, vous voyez, c'est clair, là, c'est ça ici qui est rattaché à ça ici, avec du remblai minier, à ce qu'on dit. Puis ça semble assez vraisemblable, là, puisque tous les contours du lac ont été retravaillés au remblai minier. Donc, à quel moment ça a été fait? Là, Elisabeth a mené une très bonne recherche là-dessus. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, mais je croyais que c'était dans les années 50 au départ, mais j'avais aucune bonne raison de croire ça, c'est ça. Donc là, c'est plutôt dans les années 60. Est-ce que c'est vers le milieu des années 60? Il n'y a pas d'article, puis j'ai vraiment bien fouillé, peut-être que j'ai passé par-dessus, je ne sais pas, mais ça reste à déterminer. Ce qu'on sait, par exemple, et là, ça aussi, c'est litigieux, là, mais est-ce que c'est cette île-là qu'on appelait l'île du prospecteur ou l'île Gamble? Parce que, tu sais, si on dit l'île du prospecteur, ça pourrait prêter à confusion parce qu'il y a la toute petite île qui est près du couvent des Sœurs, qui est l'île McDonald, et McDonald était un prospecteur, mais on sait qu'il y a une autre île qui était appelée l'île du prospecteur ou l'île Gamble. Donc, est-ce que c'est l'île aux Mouettes ou est-ce que c'est l'île qui est devenue la presqu'île? Puis à quel moment est-ce qu'on l'a remblayé? Donc, c'est la question sur laquelle je vous laisserai trancher. Donc, cette presqu'île-là, on le sait, là, il y a l'amphithéâtre Réal-Lacombe. Comment? Ah, ça ne s'appelle pas encore comme ça? OK. OK, donc c'est l'amphithéâtre Réal-Lacombe. Non, ça s'appelle la presqu'île du docteur Réal-Lacombe. OK, la presqu'île du docteur. OK. Je ne sais pas si ça s'appelle presqu'île, mais ça désigne cet endroit-là comme étant l'endroit du docteur Réal-Lacombe. OK. Puis, ça a été fait au même moment que la piste cyclable? Ah non, non, ça a été fait il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Vous voulez dire, oui, la résolution, mais je veux dire physiquement, l'amphithéâtre, bien avant. Le... 80. OK, OK. Donc, cet amphithéâtre-là est antérieur à la piste cyclable. Là. Excellent. Donc, c'est ça, moi... OK. Moi, je pensais que c'était 98, mais... OK. Puis, sinon, je concluais, bien, c'est ça, je vous dis, il y a encore toutes sortes de zones à explorer sur l'histoire du lac Ossisko. Il reste toutes sortes de choses à préciser. Là, je vous ai présenté ça très succinctement, les différents sujets. Là. Sinon, vous savez, le lac Ossisko est une inspiration pour les artistes, en premier lieu, les photographes. Hein. Joseph Herman Bolduc, c'est pas juste un photographe anodin du quotidien. Là. C'est aussi un artiste. Il avait vraiment un œil et une vision. Donc, les magnifiques photos du lac Ossisko qu'il nous a léguées. Il y a Maurice Boudreau, là, à peu près toutes les photos en couleur que j'ai utilisées ici viennent de son fond à lui, qui n'est pas encore entièrement traité d'ailleurs. Et c'est ça, ça l'inspire les écrivains, les romanciers, les poètes. Dans la reprise de la chanson « Tu m'aimes-tu » de Desjardins, le clip est tourné sur le lac Ossisko. On voit des gens en hiver marcher dessus. Je sais, il y a un roman pour enfants là, dont le personnage principal s'appelle Ossisko et il est un dragon qui incarne l'âme du lac. Il y a Philippe B., le chansonnier originaire de Rouyn-Noranda, qui écrit une chanson appelée « Archipel », et dont la première ligne commence avec « À la presqu'île, after school, on s'est trouvé bien cool ». Il parle lui aussi de la presqu'île du lac Ossisko. Et d'ailleurs, ce n'est pas un placement publicitaire, mais le Quartz vient de publier hier un excellent livre que j'ai lu qui s'appelle « Ce lac » et qui parle également du lac Ossisko. C'est vraiment un livre curieux, là, assez étrange dans sa forme, mais donc il parle aussi du lac Ossisko sans vraiment le nommer, mais il s'interroge sur ces lacs-là qui sont
disons, hypothéqué par l'industrie et l'habitation qui l'encercle. En conclusion, je vous dirais, je pense que ce qui est le plus fascinant avec l'histoire du lac Ossisco, puis là, hélas, je ne peux pas vraiment intégrer ça à une présentation comme celle-ci, mais c'est ce que les pionniers ont à en dire dans leurs propres mots à eux lorsqu'ils en parlent. Et vraiment, là, c'est quelque chose qui traverse les entrevues d'histoire orale que notamment Benoît a fait avec François Ruff là, à la fin des années 70. Donc, il interroge des dizaines et des dizaines d'habitants du Rouyn ancien. Et ces gens-là reviennent constamment sur l'importance et la beauté du lac Ossisco et à quel point ils considèrent que c'est un joyau, que c'est une chance de l'avoir au cœur de notre ville. Et très souvent aussi, ils vont déplorer disons, le triste sort auquel on l'a trop longtemps laissé. Donc, je pense que vous avez vu, c'est un thème politique qui habite les citoyens de Rouyn-Noranda, sa réhabilitation. Et je pense que c'est une volonté qu'on doit conserver et l'espoir est encore permis par rapport à ce qu'on peut faire de ce lac-là. Merci beaucoup.